Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Je sais que vous êtes très nombreux parce que quand j'ai annoncé que j'allais le recevoir, vous avez dit c'est la tête bien faite de la nation. Lui, il s'appelle l'honorable Lambert Mendy, l'ancien ministre, vice-ministre honoraire. Il est ici avec nous. Il est également PCA d'une entreprise publique. Il est ici avec nous. C'est un politicien de la première classe de notre pays, la tête bien faite, comme vous l'avez dit. Il est ici avec nous, honorable Lambert Mendy. Soyez le bienvenu. Merci, cher ami. Honorable Lambert Mendy, merci de nous avoir honorés ici sur la chaîne de la maman nationale CSS Télévision. Mais avant tout, votre impression d'abord de la chaîne, parce que c'est la première fois. C'est une découverte pour moi d'arriver dans ce cadre magnifique qui, je l'espère, va apporter un plus dans l'univers médiatique de Kinshasa, en particulier de la République démocratique du Congo. Nous avons grand besoin de telles initiatives pour porter un peu plus loin le message de l'actualité et de lecture des événements à travers les quatre coins du pays pour le plus grand bien des dizaines de millions de nos compatriotes. Voilà, merci honorable, nous disons également merci à la maman nationale. Mais avant tout, honorable Lambert Mendy, nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité. Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo est agressée. Il y a eu l'arrivée du président français ici en RDC. La situation politique, on va en parler. La situation de l'Est. La problématique des élections, on va également placer un mot. L'actuelle diplomatie du régime Tshisekedi, est une diplomatie agissante? On va en parler, mais j'aimerais quand même vous demander quelque chose parce que vous êtes natif du Sankuru. C'est vrai? Exact, oui. Élu du Sankuru, de l'Odja, oui. Ok. Honorable Lambert Mendy, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, autant de messages pour vous, j'aimerais que M. Philémon, donnez-moi l'image du Sankuru. Honorable Lambert Mendy, êtes-vous fier d'être élu de ces coins? Si je dois vous répondre sincèrement, non. Parce que j'ai probablement quelques vertus, beaucoup de défauts, mais je ne suis pas diplomate. Okay. Donc je vous dis carrément non. Je ne suis pas fier de l'état dans lequel se trouve ma chère province du Sankuru. C'est ce qu'on est en train de voir. Aujourd'hui, avec des routes qui sont dans cet état. Moi-même, j'ai essayé de prêter main forte avec une association privée que j'ai créée. Mais vous savez, c'est une province qui est de la dimension de certains pays, comme la Belgique ou d'autres, et qui nécessite des investissements importants et surtout un leadership exemplaire que cette province n'a pas encore eu la chance, malheureusement, de trouver ces jours-ci, depuis les 3-4 dernières années. Nous essayons de donner des conseils à ceux qui tiennent la direction de cette province. Nous écouteront-ils un jour? Je le souhaite, mais jusqu'à présent, on n'a pas cette impression-là. On se contente de raviver, de réchauffer des petites querelles communautaires qui ont opposé nos parents dans les années 60, lorsque certains n'étaient même pas nés. Nous autres, nous étions des bébés. Et au lieu de s'adonner à la seule lutte qui vaille la peine, que l'on puisse se consacrer maintenant, le combat pour le développement. Et au Sankuru, le développement a pour nom le désenclavement. Et malheureusement, tous les moyens sont dilapidés pour d'autres causes que celui du développement et du désenclavement. Honorable Lambert Mendy, si vous dites ça, moi j'aurais honte à votre place, parce que si vous dites que le Sankuru a besoin d'un leader, mais sous le régime Kabila... Je parle d'un leadership.
c'est ce que j'ai dit. Ouais. Un leadership. Quelqu'un qui peut avoir l'idée du développement de sa province, donc un leader qui va conduire les autres vers les développements. Sous le régime Kabila, on a vu autant de natifs de ces coins avoir des postes de responsabilité. Pourquoi vous n'avez pas amené le projet du développement pour votre province? Vous savez, Orienter les projets de développement. oui, il y a dans cette superstructure qu'on appelle un État une division du travail social. Chacun est spécialisé pour une tâche déterminée. Et donc, ceux dont vous parlez, peut-être avaient des responsabilités au niveau superstructurel, au niveau de l'État central. Moi, j'avais en charge, à un moment donné, les hydrocarbures. Nous ne parlons pas d'hydrocarbures. J'avais en charge, à un autre moment, les relations avec le Parlement, l'éducation à la nouvelle citoyenneté. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Pour les Avant populations. cela, ministre des Transports aussi. Avant cela, ministre des Transports pendant 3 mois. Ce n'est pas en 3 mois que vous faites un programme. Ok. Je ne pense pas. 3 mois, c'est rien du tout. Puis l'AFDEL est arrivé et tout a été balayé. Et donc, nous parlons de l'autorité provinciale. Ok. C'est à l'autorité provinciale qu'il revient d'élaborer les bases de développement et de recevoir, de requérir, de recevoir du pouvoir central les moyens pour mettre en exécution ce plan de développement et lorsqu'on l'a reçu, de l'affecter effectivement aux entreprises de développement. Nous n'avons pas l'impression que jusqu'à présent, cela se soit fait. Donc le gouvernement central n'envoyait pas le moyen pour le développement de la province, c'est ce que Pas nécessairement, et même lorsque c'était envoyé, il y avait toute cette opération que vous connaissez un peu, contre laquelle l'Inspection générale des finances a bien raison de se battre. Aujourd'hui, les opérations retour ou les rétrocommissions, etc., qui ne favorisaient pas la mise à la disposition des projets, des moyens, parfois importants, qui étaient mis à disposition. Alors, honorable Lombert Mende, si vous êtes tellement plaintif en disant que... Je ne suis pas plaintif, je constate une constatez. réalité. Alors, vous constatez. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo de l'université Mapan. J'aimerais bien, parce que Monsieur Matata Ponyo, il est aussi avec vous au gouvernement, mais lui quand même... Dans sa province, il est le plus aimé, il a orienté les projets du développement, et lui aussi pouvait se plaindre. Ben, ça dépend des ressources qu'il a reçues. Si c'est venu de sa propre poche, je lui dirais félicitations. Je dois vous informer, en ce qui me concerne, que j'ai, avec un prêt au Fonds de promotion de l'industrie, mis en place une université des sciences et des technologies dans ma circonscription, chacun selon ses moyens. Cette université qui est à Kindu n'a pas été construite avec un fonds privé. Peut-être ça a été érigé avec des fonds publics. Mais moi, j'ai contracté une dette auprès du Fonds de promotion de l'industrie pour pouvoir offrir à mes jeunes frères et à mes enfants un cadre dans lequel ils se forment depuis 14-15 ans. Nous avons maintenant des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des informaticiens, nous avons des journalistes, etc. Et j'ai remboursé rubis sur l'ongle tout ce que le FPI m'a accordé sur mes salaires, sur mes émoluments. Ça, c'est une participation personnelle au développement. Ce n'est pas prendre de l'argent de l'État pour l'affecter. C'est un goutte d'eau dans un océan parce qu'on ne sent pas l'impact de ce que vous avez fait au Sanko. 28 médecins formés, c'est vous qui dites que ce n'est pas un impact. Je ne pense pas qu'un père dont le malade est soigné par un médecin formé à l'USTL que j'ai créé et que j'ai cédé à l'État par la suite, que j'ai construit avec mes fonds propres, puisse raisonner comme vous dites, dire qu'ils ne sentent pas l'impact. Je ne pense pas qu'une femme qui accouche dans cet hôpital puisse vous dire qu'ils ne sentent pas l'impact. Je ne pense pas qu'un monsieur dont la maison a été sauvée d'emprise de l'érosion parce qu'un ingénieur civil
que nous avons formés dans cette université est intervenu puissent penser comme vous. Tout a un commencement, mais tout est question aussi de volume. Alors, est-ce que vous croyez qu'un député congolais ou un ministre congolais peut avoir les moyens de faire des choses telles que vous les montrez? Vous étiez plus influent. Ça ne veut rien dire. Dans le gouvernement Être plus Kabila, influent. vous pouvez aussi influencer les bailleurs de fonds, les gens qui peuvent venir vers vous. J'ai influencé le fonds de promotion de l'industrie et tout ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que je pouvais prendre un prêt remboursable. C'est ce que j'ai fait. Je pense que vous devriez me féliciter pour cela. Parce que j'ai sacrifié mes enfants propres, j'en ai 6. J'ai sacrifié mon épouse, j'ai sacrifié mon propre bien-être pour offrir, c'est ce que je peux appeler un cadeau à cette jeunesse du Sankourou. Ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Alors, une goutte d'eau dans l'océan, mais qui vaut la peine. Alors, honorable Lambert Mende, vous faites l'objet de plusieurs attaques dans votre province. Savez-vous la cause? Je fais de la politique. Je n'ai jamais eu à croire que lorsqu'on fait de la politique, on pouvait ne pas faire l'objet d'attaques. Je connais un ancien Premier ministre, M. Kengo Adondo, un sage, qui avait l'habitude de dire « Ne peut avoir les mains propres que celui qui ne travaille pas. Okay. Ne peut être exempt d'attaque que celui qui ne s'engage pas, qui ne se mouille pas la chemise à faire des choses en politique. » Vous aurez toujours des gens qui reconnaissent ce que vous faites en bien. Vous aurez toujours des gens qui vous critiquent. Et puis vous aurez les jaloux qui auraient voulu être à votre place. Et tout ce qui m'importe, moi, c'est que au niveau de la base de la population, que ce soit en 2006, en 2011, en 2018, ils m'ont rendu l'appareil en termes de reconnaissance par les voix qu'ils ont toujours. Vous étiez parmi les meilleurs élus. Le meilleur. Pas parmi les meilleurs. Toujours le meilleur. Toujours à cause justement des services que j'ai rendus à la communauté. Parce qu'en plus de l'université, j'ai aussi construit des routes. J'ai tracé des routes dans la jungle. Visibles et traçables? Absolument, 60 km dans la jungle pour relier la rivière Loubefou à ma circonscription. J'ai construit des dispensaires, j'ai équipé des écoles, j'en passais des meilleurs. J'ai offert des forages d'eau à plusieurs villages et donc tout cela compte. Donc ces gens-là ne vous donnent pas leur voix parce que vous êtes beau ou que parce que vous parlez bien. C'est le service à la communauté qui importe. Et surtout quand le chef de l'État était là au Sankourou, vous avez même donné vos tracteurs pour... Et voilà, ces tracteurs, je les ai acquis avec toujours les fonds, toujours les prêts. Je suis un des meilleurs clients du FPI. Je prends toujours de l'argent au FPI que j'affecte aux travaux de ma communauté et je rembourse selon le contrat qui me lie au fonds de promotion de l'industrie. Vous pouvez leur poser la question. Et pourquoi vous ne vous aimez pas, vous les natifs des Sankourou? On dit de vous que vous êtes à la base d'une milice. C'est quelque chose qui ne peut pas se justifier. Comment peut-on être à la base d'une milice lorsqu'on est aimé par sa population au point de se faire élire et réélire, puis réélire une troisième fois? Quel mal ces gens m'ont-ils fait pour que je puisse, moi, créer une milice pour leur rendre quoi? Le mal pour le bien qu'ils me font? Vous reprochez de rien. Il y a certaines vidéos qui circulent, là. On nous a envoyé des vidéos. Oui, des milices que moi, non, les gens qui disent Lambert Mende, il y a ceux qui vous aiment, il y a également les autres qui... il y a sûrement des vidéos de mauvais garçons, des gens qui font des coups, mais lier cela à ma personne, ça c'est soit de la jalousie, soit de la médisance. Et personne n'a empêché la justice de faire son travail et de me demander des comptes. Je n'ai jamais refusé et je ne me suis jamais soustrait à cette possibilité-là en m'enfuyant à l'étranger. Pourquoi on ne m'a jamais traîné devant les cours des tribunaux? Vous êtes un vrai nationaliste. Voilà, je suis là, j'attends. Un vrai nationaliste? Non, il n'y a pas de nationalisme. J'attends, comme tout innocent, qu'on puisse poser devant moi les preuves de ce mal, de ces milices que j'aurais créées, et j'en répondrai. Mais je sais qu'il n'y a pas eu de milice que je puisse créer. C'est de la mauvaise foi des gens, selon vous? Absolument. Celui qui dit que j'ai créé une milice ment, et il ment soit par mauvaise foi, soit par mauvaise information.
Alors, Monsieur Lambert Mende, nous continuons avec vous. On ferme vite ces chapitres qui dérangent peut-être votre conscience. Alors, j'aimerais que vous puissiez me donner la photo de l'ancien président de la République, Monsieur Filémon. Alors, Monsieur Lambert Mende, ce qui est vrai, quand on a annoncé qu'on allait vous recevoir, on dit lui, c'est la tête bien faite de la République. Très bien. Alors, regardez d'abord la photo ici. Oui. Il représente quoi pour vous, l'homme que vous voyez ici? C'est l'ancien président de la République, un homme avec qui j'ai eu à travailler pendant une décennie pratiquement et que je continue à respecter jusqu'à aujourd'hui. Vous les respectez? Oui. Est-ce lui, le faiseur de Lambert Mende? C'est celui qui vous a créé? Personne ne crée personne. Vous C'est rappelez- Dieu qui nous crée tous. Politiquement, c'est celui, le créateur de Lambert Mende. Vous acceptez? Mais j'avais été, vous avez rappelé ici, vous m'avez même sous-évalué en disant que j'étais vice-ministre. Monsieur, Oui. j'étais vice-premier ministre avant que le président Tshisekedi ne vienne au pouvoir. Kabila ou Tshisekedi? Le président Kabila ne vienne au pouvoir. J'étais vice-premier ministre. Nous sommes en 1996. Quand j'étais ministre des Transports, j'étais vice-premier ministre. Alors, celui qui m'a créé, répondez vous-même. Vous vous rappelez de ce que vous avez dit? Les gens aiment raconter des choses qu'ils ne connaissent pas. Vous vous rappelez de ce que vous avez dit, que le créateur ne craint pas ses créatures? Vous faisiez allusion à Moïse Katumbi. Parce qu'il y a des gens qui ont été créés par d'autres gens. Par Joseph Kabila. Donc Moïse Katumbi a été créé par Joseph Kabila. Je l'ai dit. Et Mais pas vous. Mais puisque je vous dis que j'étais vice-premier ministre, Ok. avant même que l'AFDEL ne naisse, Ok. avant que quelqu'un pense qu'un jour il y aurait l'AFDEL de Kabila Mzé Laurent Désiré Kabila. J'étais vice-premier ministre. Et lorsque Joseph Kabila arrive, je suis devenu ministre, donc j'étais rétrogradé. Ok. Vous ne pouvez pas dire qu'il m'a créé. Il m'a distingué parmi d'autres personnes, Ok. d'autres personnalités qui avaient existé, qui s'étaient créées déjà à l'époque. Je suis lumumbiste, monsieur. Ok. Je n'appartiens... Vous n'êtes pas kabiliste. Hein? Je ne suis pas Moi encore kabiliste, joséphiste. Hein? mais je suis lumumbiste. Pourquoi voulez-vous me mettre dans d'autres choses? Je suis né en politique lumumbiste. Au moment où je parle avec vous, je suis lumumbiste. Et je suis sûr que je mourrai en politique lumumbiste. Point barre. C'est la République qui m'importe. Êtes-vous reconnaissant de l'apport de Kabila dans votre vie politique? Naturellement, puisqu'il m'a donné du travail. Tout comme je suis reconnaissant à M. Kengo, qui a fait de moi vice-premier ministre à l'époque. Comme je suis reconnaissant à M. Etienne Tshisekedi, qui a fait de moi ministre à son époque. Pourquoi voulez-vous que je ne sois pas reconnaissant à Joseph Kabila, qui m'a fait ministre aussi à son époque? Donnez-moi la photo là où Mais il y a... de là parler de créature à créateur, non, 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 ça c'est un peu trop fait. La Si photo, quelqu'un il y a m'a fait, plusieurs... c'est Lumumba qui m'a fait avec ses idées. Merci. La photo, il y a Kabila avec plusieurs personnes. Ces créatures, j'aimerais bien les avoir ici. Monsieur Lambert Mende Omalanga, l'homme qui défendait la nation, l'homme qui a vu loin. Quand on a créé l'Union Sacrée, vous étiez parmi les gens qui ont rejoint le bateau de l'Union Sacrée. Mais on vous a taxé, vous, d'être un traître. Traître à quoi? On vous a taxé, je réponds à ma question, d'être traître, d'avoir quitté Joseph Kabila, d'avoir rejoint l'Union Sacrée, l'ingratitude et autres. Moi, aujourd'hui, vous êtes dans l'Union Sacrée, mais quand vous voyez les gens qui étaient restés au FCC, aujourd'hui vous rejoignent, nous avons les Bochab, nous avons les Lumanou, Echeo Kitundu et les autres, vous avez la joie, ils vous ont rejoint. Vous savez, chacun gère à sa façon et à son rythme une valeur que nous appelons liberté, que nous chérissons tous. Et il faut qu'on cesse de patrimonialiser un pays. Okay. Un pays n'est pas le bien d'un individu. Ce n'est pas parce que Mobutu était au pouvoir au moment où moi, je suis devenu vice-premier ministre, que je suis la créature de Mobutu. Moi, j'étais en Belgique, opposant lumumbiste. Ok. Vous insistez trop, hein? Oui, et je suis venu à la conférence nationale représentant
du mouvement lumumbiste. Ok. Et lorsque la conférence nationale décide qu'il faut mettre en place un gouvernement d'union avec toutes les forces représentées à la conférence nationale souveraine, j'entre dans le premier gouvernement dirigé par M. Etienne Tshisekedi comme représentant du mouvement lumumbiste. Donc, le Premier ministre Tshisekedi ne m'a pas inventé comme ça, non. Okay. Il a demandé, lumumbiste, qui avez-vous, tel qui avez-vous, et nous nous sommes retrouvés autour de notre chef. Donc c'était votre quota? Oui, c'était notre chef. Okay. Donc par la suite, M. Kengo a pris la relève, et ainsi de suite. Donc la nation n'est pas un individu. Nous, lumumbistes, nous pensons que la nation ne peut pas être quelque chose que l'on doit assimiler à un individu. Okay. Au point que quand on travaille pour la nation, on devient l'objet de l'individu qui incarne la nation à ce moment-là. La propriété privée. C'est une mauvaise lecture. Okay. C'est ce que j'appelle la patrimonialisation de l'État. Nous devons abandonner cela. Okay. On ne peut pas transformer la nation en un patrimoine d'un individu. La nation appartient à vous, à moi, à tous vos techniciens ici, à votre gardien à la porte. C'est ça la nation. C'est l'ensemble. Ce n'est pas la nation de l'autorité morale. Non, pas du tout. Okay. Je n'ai pas cette conception-là. Alors, M. Lambert Mende, quand vous regardez cette photo, il y a les acteurs politiques majeurs de notre pays, chacun a une histoire. Pensez-vous que tous ces gens, ils ont apporté un plus au développement de la RDC? Nous avons Bahati, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Olivier Kamitatou. Pourquoi pas? Chacun a apporté quelque chose. J'ai connu le professeur Bahati lorsqu'il était directeur général de la Banque de Crédit Agricole. Peu avant que moi-même je ne devienne ministre dans le gouvernement de feu Dr Etienne Tshisekedi, il a apporté un plus à la nation. Pourquoi il ne l'aurait pas fait? Il l'a fait. Je connais des œuvres qu'il a accomplies dans sa juridiction à l'Est, au Sud Kivu, au Nord Kivu. C'est des choses qui parlent d'elles-mêmes. Donc nous devons reconnaître cela. Et je pense que ces électeurs l'ont reconnu, c'est pourquoi ils l'ont envoyé aux États. C'est tout à fait grands normal. Électeurs. Ces grands électeurs. Okay. Et les électeurs, ceux-ci, disons-le. Alors, parce que vous parlez des Bahati, il y a Moïse Katumbi aussi. Qu'est-ce qu'il a apporté? Soyez sincère. J'ai pas tellement d'atomes crochus avec l'histoire de la vie de M. Moïse Katumbi. Il était un ancien meilleur gouverneur de l'IMP à l'époque. Hein. Vous étiez au gouvernement? J'étais au gouvernement. Oui. Et je ne peux pas dire, que M. Katumbi m'ait laissé un souvenir impérissable. Okay. Comme gouverneur, j'ai fait souvent le Katanga à l'occasion des conférences minières. J'ai souvent accompagné même le président Kabila au Katanga. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer M. Katumbi puisque j'avais difficile à croire en lui, personnellement. Vous avez difficile à croire? J'avais difficile à croire en lui, en son leadership. Je voyais plus quelqu'un qui était plus impliqué dans le business. Dans ses affaires. Le business. Ambitieux. Oui, business as usual, comme les anglophones disent. Okay. C'est plus le business que la vision politique. Mais ça, c'est mon point de vue. Peut-être qu'il a des qualités. Mais moi, j'ai vu plus le business as usual. Ok. Voilà. Ce n'est pas un politicien vrai, c'est quelqu'un qui était venu dans la politique ça, pour se faire de l'argent. Ça, c'est ma vision à moi. C'est ça que vous pensez de Ça, c'est ma vision à moi. Je peux me tromper. Ok. Voilà. Olivier Kamitatou, alors. Il était le président de l'Assemblée nationale. C'était notre président, parce que j'ai été chaque fois élu à l'Assemblée nationale. C'est un monsieur extrêmement intelligent. Je suis étonné qu'il ait mis son intelligence au service d'un businessman. Voilà tout ce que je peux dire. Je le regrette, sincèrement. L'Assemblée pour la République, vous pensez que... Je le regrette, c'est tout. Mais c'est son droit le plus strict. Hein? Ok. C'est son droit le plus strict. Il a mis son argent au profit de l'argent. Son intelligence au profit de l'argent. Je ne dirais pas ça, mais il a mis son... C'est une intelligence assez éclectique, hein, Olivier, je connais bien. Okay. Il nous a dirigés au Parlement. À chaque fois avant d'entrer au gouvernement, j'étais au Parlement et je le voyais diriger avec une certaine maestria la chambre basse du Parlement à laquelle je participais également. Bon, maintenant, il a fait ses choix. Je n'ai pas l'habitude de juger les gens parce que je n'aime pas qu'on puisse porter des jugements hâtifs sur moi parce que je ne connais pas les motivations qui ont été les siennes.
Mais vous regrettez son avenir politique parce qu'il est à Je côté d'un businessman. je regrette ce choix parce qu'il n'est pas le même que celui que j'ai fait. D'où mon regret, c'est tout. Alors, il y a Jean-Pierre Bemba, parce que vous avez parlé des autres. Vous avez un souvenir? Jean-Pierre sort de prison depuis peut-être une dizaine d'années, avant qu'il n'ait regagné le pays. Je pense que nous lui devons de lui donner le temps de se remettre dans le circuit, de s'affirmer et de montrer ce qu'il peut donner à la nation, parce qu'il a été finalement, à ma connaissance, libéré de toutes les poursuites qui pesaient sur lui. Je pense que c'est ça maintenant, il faut lui donner la chance de montrer ce qu'il peut faire. Avant cela, il était dans les affaires avec son père. Vous êtes à l'Union Sacrée, vous pensez qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas sincères avec les chefs de l'État dans l'Union Sacrée? Vous savez, l'Union Sacrée, ce n'est pas moi qui la dirige. C'est un concept que le président a lancé au regard des difficultés qui sont apparues dans cette coalition qui s'était mise en place au lendemain des élections de 2018, une majorité présidentielle différente de la majorité parlementaire. On aurait souhaité que les deux majorités puissent fonctionner en symbiose, en ayant en vue l'intérêt supérieur de la nation. Au lieu de cela, nous avons vu, vous comme moi, comme le président Tshisekedi sûrement, que les crocs en jambes se sont multipliés de la part des blocages du FCC, des responsables du Front commun pour le Congo. Ce qui l'a amené à tirer les conclusions de la nécessité de pouvoir renverser la table et d'offrir une possibilité de créer une nouvelle coalition, un nouveau regroupement qu'il n'a pas fermé aux membres du FCC, sinon nous n'allions pas venir. C'est d'ailleurs la raison de ma première visite au président Tshisekedi, au Palais de la Nation, pour lui demander c'est quoi exactement l'Union Sacrée. C'est un nouveau parti que vous créez, ou bien c'est quoi exactement? Parce que c'est un peu flou. Et il a dit non, moi je veux élargir le regroupement parce que FCC et CACH, c'est trop étriqué. Et je me rends compte que dans ce tête-à-tête entre CACH et FCC, les crocs en jambes, les pots de banane sont excessives et qu'il faut absolument que nous puissions élargir et qu'on amène beaucoup plus de monde autour de la nation qui en a besoin. Ça m'a parlé, je suis venu en faire rapport aux membres de mon parti et nous avons librement décidé d'adhérer à cette idée-là, sans penser à trahir qui que ce soit ou à faire du tort à qui que ce soit. Nous sommes des gens libres. Et l'ancien président Kabila n'était pas contre, je me rappelle de vos... Personne ne nous a achetés comme esclaves ou quoi, non, pas du tout. Et vous avez dit à l'époque que l'ancien président n'était pas contre l'Union Sacrée, c'est celui-même qui vous avait envoyé de venir à l'Union Sacrée. Non, je n'ai pas dit que le président Kabila lui-même nous a envoyés à l'Union Sacrée. Il n'était pas contre. J'ai dit que le président Kabila n'était pas contre parce que lui-même avait adhéré à l'idée d'une union nationale en faisant avec M. Tshisekedi le FCC CACH. Alors, comment quelqu'un qui fait FCC CACH peut s'opposer à ce que cette union nationale s'élargisse? C'était votre réflexion. C'était votre réflexion. Voilà. C'était un raisonnement. Alors, M. Lambert Mende, parce que l'actualité oblige à ce que nous puissions parler de la diplomatie agissante du régime Tshisekedi. Vous êtes député national, vous contribuez beaucoup à la nation. Donnez-moi la photo d'Emmanuel Macron avec le chef de l'État. On vous reproche, une fois de plus, honorable Lambert Mende, vous avez refusé à mobiliser les gens pour recevoir le président français. Avez-vous gardé une dent contre la France? Non, malgré les sanctions qui m'ont été appliquées lorsque j'étais le porte-parole du gouvernement Kabila, je n'ai pas gardé de dent contre qui que ce soit, parce que ça m'a permis de mûrir ma réflexion politique, de comprendre que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et que le Congo était au cœur d'une série de convoitises qui nécessitaient que les Congolais puissent chercher d'abord en eux-mêmes
les solutions à leurs problèmes. Et donc, cette épreuve que j'ai subie pendant 2 ans au moins, parce qu'on m'a retiré de la liste, je ne sais même pas pourquoi, après 2 ans. On vous avait mis pourquoi? Oui, vous a on retiré sait, mais pourquoi? je ne sais même pas pourquoi. On ne vous a jamais expliqué. Je n'ai aucune explication. Ok. Du jour au lendemain, on m'a retiré. Alors... on dit c'est parce que vous avez mais ils m'ont quand même dit donné... des vérités au chef de l'État, vous avez trahi les autres et puis il a fait un lobbying pour vous qu'on enlève les noms. C'est ceux qui circulent dans les couloirs politiques. Hein. Non, on m'a retiré avant même que le président ne crée l'Union sacrée, pour votre information. Ok, pas de problème. J'ai été retiré avant cela, mais je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors, ce que je dois dire, c'est que dans une république qui se veut démocratique, je ne vois pas pourquoi on doit reprocher à un citoyen, qui plus est député, c'est-à-dire représentant du peuple, parlementaire, dont la fonction est de dire ce que l'opinion pense, de parler, puisque la fonction parlementaire est une fonction parlante, de parler et de dire son opinion. Je suis contre la position de la France dans l'agression que notre pays est en train de subir depuis près de 30 ans. Et le fait que le président Macron venait ici devait être aussi une occasion pour notre président, notre gouvernement, de recevoir de sa part une déclaration de condamnation de ce que le Rwanda, que lui, avec le gouvernement qui est le sien, avec le pays qu'il préside, soutiennent au point de leur donner la direction de la francophonie. Ça, c'était ma position, à moi. Deuxième élément, je n'ai jamais appris, depuis que je travaille dans la sphère publique, la sphère gouvernementale, qu'un chef d'État, qu'il soit le président Mobutu, que ce soit Mzee Laurent Désiré Kabila, que ce soit Joseph Kabila, et aujourd'hui le 5e président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, allant en France, que le parti du président ou la coalition qui soutient le président dans ce pays mobilise ses militants pour l'accueillir. Or, je sais que la diplomatie est fondée sur un principe, la réciprocité. Parce qu'en plus d'être criminologue, je suis aussi politologue. Et donc, je n'ai jamais... Doctorat en sciences politiques et administratives à l'Université pédagogique nationale. C'est ça. Et donc, je n'ai jamais vu en diplomatie un pays qui puisse agir de manière autre que celle que lui applique le pays dont le responsable lui rend visite. Pour moi, il était normal que le président Macron soit invité par notre président, qu'il soit accueilli comme il l'a été par notre Premier ministre, qu'il soit conduit auprès de notre président, parce que quand notre président va à Paris, c'est toujours un membre du gouvernement qui l'accueille, qui le conduit à l'Élysée, il a des entretiens avec le président, et ça s'arrête là. Il fait ses déclarations, il rencontre la communauté congolaise, etc., ou il rencontre d'autres responsables français, mais mobiliser les militants de mon parti, non. Parce que je n'ai jamais vu un leader français mobiliser des militants de son parti pour accueillir un des présidents de mon pays. Pour vous, c'est une bassesse. Pour vous, c'est une bassesse. C'est aussi simple que ça. C'est du militantisme. Bon, écoutez, je ne dirais pas que c'est une bassesse. Chacun sait ce qu'il veut faire. Moi, je ne peux avoir de l'autorité que sur le parti que je dirige. Et j'ai dit que les gens de mon parti ne seront pas mobilisés. Parce qu'un de vos confrères m'a posé la question de savoir si, comme un autre parti avait demandé qu'on puisse aller accueillir le président, mon parti allait aussi le faire. Et j'ai répondu automatiquement, j'ai dit non. Donc sans nécessairement devoir juger le parti qui décidait qu'il pouvait aller accueillir le président Macron. Je n'ai pas à juger, je n'aime pas cela. Si je voulais être juge, je vous assure que j'aurais demandé à travailler dans la magistrature. Moi, je suis un politique. Et je travaille selon la règle de réciprocité. Une question directe, M. Lambert Mende. Regardez-moi dans les yeux. On vous oblige, c'est là la l'union sacrée? Comment? On vous oblige, c'est là la l'union sacrée? Non, personne ne nous a obligés. Pas du tout.
La preuve, c'est que moi, je suis toujours dans l'Union sacrée. Mon parti est dans l'Union sacrée. Et j'ai dit publiquement que je ne suis pas en mesure de mobiliser les membres de mon parti pour réserver un accueil au président Macron, alors que nous avions ce soutien qu'il apporte au Rwanda lourd dans nos cœurs. Et il ne m'est rien arrivé de fâcheux. Au contraire, il y a des hauts responsables de l'Union sacrée qui m'ont félicité de cette position. Ok. Alors, M. Lambert-Mende, je précise aussi que vous êtes président d'un parti politique, CCU. Alors, M. Lambert-Mende, entrons dans les fonds, parce que ça divise la classe politique, les propos de Emmanuel Macron, les échanges avec le chef de l'État. Vous les avez suivis comme tout le monde. Quelle est votre lecture politique et scientifique de ces échanges? Politiquement, je constate de la part du président français une attitude d'impénitence, s'il faut dire les choses comme cela. Okay. Une sorte de tendance à banaliser un tort qui a été causé à notre pays, la République démocratique du Congo. Deuxièmement, j'ai constaté une tendance également à glisser vers un certain cynisme qui m'a fait mal. Okay. Et j'ai été très satisfait de la promptitude avec laquelle le président Tshisekedi a réagi pour donner une répartie à cela, au propos du président Macron qui s'adressait un peu à vos confrères là-bas au Palais de la Nation, un peu en maître d'école, en donneur de leçons. Donnez-moi l'autre photo là, s'il vous plaît. Un peu en donneur de leçons et tout ça. Et ça m'a fait plaisir. Et je l'ai fait savoir aux collaborateurs du président que ça, c'est du grand art en politique que de savoir réagir sur le coup à un cynisme aussi historique. Pourquoi ? Parce que le président Macron s'est exprimé comme si la République démocratique du Congo et la France n'avaient existé qu'en l'an 1994. Okay. Qu'avant cela, il n'y avait rien. Que c'était le no man's land, il n'y avait rien. Ça, le monde n'existait pas, il n'y a pas une histoire. Et que notre histoire à nous, Congolais, commence en 1994. Que non. C'est ce qu'il a dit. Notre Vous histoire étiez ne commence incapable. Oui, oui, justement. Mais le fait qu'il a allégué à une cause, le fait qu'il a allégué, qui est réel, à une cause. Et donc prendre comme ça des raccourcis trompeurs, c'est de la litote, comme on dit, en français, en bon français. C'est de la litote. Okay. C'est de vouloir dire des mots qui, en réalité, disent le contraire de ce que l'on sait qui est. Parce que le président Macron n'ignore pas qu'il y a eu, pendant le génocide rwando-rwandais, j'ai aimé aussi cette phrase, le génocide rwando-rwandais, ce n'est pas un génocide que les Congolais sont allés commettre au Rwanda. Oui. Ce sont des Rwandais qui ont génocidé d'autres Rwandais. Okay. Et que pendant ce génocide-là, la France, qui se trouvait au Rwanda, dans le cadre de la force des Nations Unies, avait instauré un couloir humanitaire, comme ils l'ont baptisé, vers le Kivu, pour permettre à des populations qui se sentaient insécurisées par les affrontements entre le FPR de l'actuel président Kagame et le régime du président Abiyarimana qui venait d'être assassiné, ces populations, qu'ils puissent trouver un refuge quelque part. Et ce quelque part, c'était la province voisine du Rwanda, du Congo, les provinces de l'ex-Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, qu'ils ont choisies.
Mais le sud Kivu et le nord Kivu n'étaient pas des res nullius. Ce n'étaient pas des terres inhabitées. C'était des provinces d'un pays. Un pays qui avait ses règles pour entrer dans un territoire, même comme réfugié. Vous devez solliciter l'autorisation des responsables du pays. Même si vous voulez sauver des gens, vous devez négocier avec les dirigeants de ce pays et il y a des conditions. Et la communauté internationale a déjà clarifié une série de préconditions pour recevoir des réfugiés, parmi lesquelles le fait qu'on n'entre pas dans un pays étranger pour obtenir l'asile politique, et c'était le cas pour ces malheureuses victimes du génocide, disons des batailles qui se déroulaient entre génocidaires et anti-génocidaires. C'était des gens qui venaient solliciter un refuge chez nous, l'asile politique. Et donc vous ne pouvez pas venir avec des armes. Ça, c'est interdit par le droit international. Et au moment où le président Chirac demande que le Congo ouvre ses frontières pour recevoir ces gens, le Premier ministre Kengo, qui était en fonction, s'était opposé en disant « il y a des conditions pour que ces gens-là entrent. Okay. On doit les désarmer. » Mais eux ne voulaient pas se faire désarmer. Le président Mobutu était malade, il était dans la Côte d'Azur en France, il a convoqué le Premier ministre Kengo, je le dis tout à fait clairement parce que je connais ce qui se passait, j'étais en Europe à ce moment-là. Il a convoqué le Premier ministre Kengo et lui a imposé la décision d'exécuter la volonté du gouvernement français. Imposé. Imposé. Donc c'était la porte de nos malheurs aujourd'hui. Absolument. Le président Mobutu a imposé au Premier ministre Kengo et à son gouvernement d'accepter la proposition du Premier ministre, du président français. C'est ainsi que on a ouvert les frontières et que c'est 1 ou 2 millions de Hutus, parmi lesquels l'armée génocidaires sont entrés au Congo. Cette armée, dont la présence au Congo, donne des prétextes aujourd'hui à Paul Kagame et à son régime pour attaquer notre pays de manière constante. Alors, lorsqu'on entend le président Macron, qui aujourd'hui a pris la succession de la France, puisqu'il y a le système de dévolution. Lorsque nous parlons de Chirac, nous voyons Macron aujourd'hui. Lorsque nous parlons de Mobutu, bien sûr, et de Kengo, nous voyons le président Tshisekedi aujourd'hui. Donc il y a la succession d'État. Mais Macron dit il ne peut pas porter les fardeaux des autres, lui fait sa part. Oh si. Nous ne parlons pas de Macron comme individu. Okay. Nous parlons de Macron comme incarnation d'un État. Okay. Nous ne disons pas que Macron a commis une faute. Nous disons que la France a commis une faute. Or, aujourd'hui, celui qui incarne la France ne peut pas nous dire cette faute-là a été commise par d'autres, pas par moi. Pourquoi alors il essaie de nous remettre les objets culturels que ses arrière-grands-pères ont volés chez nous? Okay. S'il n'assume pas cette responsabilité. Pourquoi cette responsabilité-là pour les œuvres d'art, il les assume, mais la responsabilité pour 94, il ne peut pas l'assumer. Donc c'est un faux fouillant. Donc le président Macron, il n'était pas sincère. Il n'était pas sincère. Totalement un faux fouillant. Il m'a fait l'impression de quelqu'un qui a inoculé une maladie à une personne bien portante et qui reproche à cette personne-là le fait que la maladie s'est aggravée en lui disant « vous auriez pu mieux vous soigner ». Vous comprenez le cynisme? Je vous inocule un venin, je vous inocule un poison, vous devenez malade, vous vous soignez, tant bien que mal, peut-être vous n'avez pas assez de moyens, et puis votre santé décline, et moi qui vous ai inoculé le poison, je viens dire, mais écoutez monsieur, moi je n'ai pas de problème, hein. Moi je vous ai peut-être inoculé le poison, mais vous auriez pu vous soigner. Vous comprenez le cynisme? Alors, on ne peut pas accepter cela. Monsieur Lambert Mende, vous parlez bien français.
il y a ceux qui pensent que le président Macron a fait du sophisme. Les gens attendaient qu'il condamne clairement le Rwanda, mais il a utilisé son intelligence. Est-ce qu'il a condamné réellement le Rwanda? Non, je n'ai pas entendu cette condamnation. J'ai l'impression que dans l'esprit du président Macron, la République démocratique du Congo est un peu une sorte d'objet dans le marchandage entre lui et le régime rwandais, parce que le président Macron, assumant l'héritage de ses prédécesseurs, veut faire pardonner la France par le Rwanda en utilisant le Congo comme prix de ce pardon. Et il se trompe. C'est ça que vous pensez? Oui. Okay. Il se trompe parce que le Rwanda n'est pas plus important pour la France que la République démocratique du Congo. C'est le cas parce que nous avons une dame la dame rwandaise qui a la francophonie. Donc, mais c'est pas une Congolaise pour dire que le Rwanda compte beaucoup. Tout commence par là. C'est-à-dire qu'il est tellement pressé de pouvoir faire oublier au Rwanda les critiques que le Rwanda adresse à la France, avec l'appui que la France a apporté au régime du feu président Habyarimana, que tout est bon pour mettre sur la balance du prix qu'il entend payer pour faire oublier cette turpitude du gouvernement français vis-à-vis du Rwanda. Mais nous ne pouvons pas accepter de servir de monnaie d'échange dans une affaire qui ne nous concerne pas. Si la France veut se faire pardonner par le Rwanda, la France peut proposer, peut dire je vous offre 10 milliards de francs, 10 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, mais il ne peut pas nous utiliser, nous, comme prix pour se faire pardonner par le Rwanda. C'est ce que vous pensez du président. Nous n'acceptons pas. C'est ce que vous pensez du président Macron. Moi, je ne l'accepte pas. Mais certaines personnes m'ont appelé, je pose cette question directe. Oui. On dit que le président français a humilié notre président, il lui a donné des leçons. C'est votre lecture aussi? Ce n'est pas notre président qui lui a donné une leçon? Parce qu'il a prétendu que... Les gens de l'opposition m'ont écrit... Non. Parce que bon, aller mettre dans... Prétendre que c'est cette journaliste-là qui a inventé le mot des arrangements africains, là, je ne sais pas. Compromis. Le compromis à l'africaine. Hein? Mais il a eu affaire à forte partie parce que le président a réagi directement en disant « ce n'est pas la journaliste. Elle ne fait que répéter les mots de votre ministre des Affaires étrangères. » Et toc. Je pense que là, le président l'a remis à sa place. Donc, à malin et demi. Donc, notre président était à l'auteur. Absolument. Merci, M. Lambert Mende Omalanga. Donnez-moi la photo de M. Corneille Nangaa. Parce que les présidents français, il a parlé des problèmes des élections en République démocratique du Congo. Mais l'actualité, c'est aussi l'homme qui est ici, M. Corneille Nangaa. Il a affirmé, confirmé, que le pouvoir actuel est issu d'un accord. Et dans l'opinion publique, les gens pensent que c'est Fayoulou qui était élu et l'ancien président Kabila a imposé Tshisekedi au sommet de l'État. Quelle est votre lecture en l'écoutant? Je ne sais pas si Corneille Nangaa a pu dire une chose comme ça. C'est un homme suffisamment intelligent, à mon avis. Il a dit qu'il ne sait pas qu'il y a eu un accord. Mais bien sûr, parce que nous venons de parler de l'accord. Mais les gens interprètent, hein, les gens interprètent. Non, ça c'est des interprétations. Mais que Corneille Nangaa ait dit des choses qui puissent recouper ce que Yves Le Drian a dit et qui a été répété par cette journaliste et que le président Macron voulait minimiser et que notre président a eu vraiment la bonne idée de remettre sur le plateau, ça me ferait douter de son intelligence alors que je le connais comme un homme suffisamment intelligent. Mais dire que lorsque ces élections ont eu lieu fin décembre 2018 et que le président Tshisekedi commence son mandat, il y a eu un accord entre le président Tshisekedi
et son prédécesseur pour créer FCC et Cash, mais ce n'est pas un mensonge. C'est cet accord Puisque que vous parlez, mais les gens ne pensent pas à attendez, cet accord FCC Cash. mais c'est de ça qu'il parlait, j'imagine. C'est ça que vous Parce que pensez. s'il parle d'autre chose, s'il parle comme le Drian, alors il doit se présenter devant la justice pour qu'on le juge et qu'on le mette en prison. Donc c'est un prévenu libre. Non, non, ça dit si, Ok. pour autant que il ait parlé comme dans le sens de Le Drian, ça doit être quelqu'un qui doit être jugé. S'il parle comme Il ça, semble qu'il y avait un accord à Kingakat. je n'ai pas l'impression. Il y avait un accord à Kingakat, on Mais avait c'est dit cet Kabound et accord. les autres. Oui, mais c'est quand cet Azarias disait Elengi à pouvoir, vous voyez Mais comment c'est le cet pouvoir- accord-là qui a produit Ok. un premier ministre qui ne venait pas du parti du président. Le professeur Ilunga Ilunkamba, Oui. il venait d'où? Du PPRD. C'est le fruit d'un accord. Mais c'est un accord. Ok. Alors dire qu'il y a eu un accord, c'est la vérité. Mais ce n'est pas un arrangement à l'africaine. Il a fait comme- allusion comme on également à a la dit. Cour constitutionnelle quand il dit s'il a signé avait commis des erreurs. Donc la Cour constitutionnelle devait nettoyer, même. Bon, ça, il se défend, hein. Donc on comprend que c'est lié aux élections. Vous interprétez autre chose. Hein. Mais Nanga, en réalité, c'est lié aux élections. Mais ça, il Cet se défend accord dont parce il que parlait. s'il a parlé comme ça, c'est qu'il prend des risques parce que, étant lui-même responsable de la centrale électorale, s'il avoue qu'il a été à la base d'une manipulation électorale, sa place est devant un tribunal. Mais je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que certains opposants veulent tirer un peu les choses en essayant de tirer la corde, en essayant de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Je ne pense pas que ça puisse aller jusque-là, sauf s'il est suicidaire politiquement. Parce que Nanga. là, la Cour ne peut pas le rater Nanga, s'il a dit ça. il est dans ce suicidaire. sens-là. Il est suicidaire politique. S'il a dit ça, moi je dis toujours... Je vais vous si. envoyer la vidéo. Je vais vous Voilà. envoyer la vidéo. Comme Voilà. ça, vous allez. Ouais. Je vais vous envoyer la vidéo. Alors, Ouais. parce que Nanga a dit, les autres ont récupéré cela. J'ai suivi les points de presse du président légitime élu, selon lui, M. Martin Fayoulou. Donnez-moi la photo du président légitime. Je Il sais a pas. dit ça, que Fayoulou est président légitime. Et je peux continuer. J'ai dit- S'il a dit ça, alors il doit aller devant la justice. J'ai demandé qu'on me donne la C'est photo un du aveu. président élu légitime, selon lui, selon Martin Fayoulou. Il a fait un point de presse pour dire Tshisekedi est un danger pour la République. Tshisekedi a sous-traité la RDC, la prévanée à l'armée régionale aujourd'hui. Kabila lui avait laissé un pays structuré. Tshisekedi a plombé encore la RDC. Vous êtes dans l'Union sacrée. Est-ce que sentez-vous ces fardeaux en vous? C'est un discours d'opposant. Ça, ce n'est pas un discours d'un président, soi-disant, Légitime. élu, légitime. Oui, c'est lui qui se dit légitime. C'est pas Vous- vrai? Vous comme moi, nous savons qu'il n'a pas été élu. Vous savez, moi je le sais, qu'il n'a pas été élu. Celui qui a été élu, Ok. c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc lui, c'est un mauvais perdant. Appelons-le comme ça, simplement. Et qu'il est prêt à dire n'importe quoi. Et le fait qu'il le dise sans que rien ne lui arrive indique que nous sommes dans une démocratie un peu qui se tire un peu par les cheveux, c'est tout. Mais bon, pour l'instant, je pense que le fait que nous soyons dans l'East African Community, le fait que nous fassions appel à des troupes de l'East African Community n'est pas du tout contraire aux intérêts nationaux de la République démocratique du Congo. C'est vrai ça? Et le président Tshisekedi n'est pas le premier à avoir fait appel à une force qui vienne de l'extérieur pour résoudre un problème qui nous a été créé, imposé par l'extérieur. Souvenez-vous que lorsque le M23 a été défait, c'est le président Kabila qui était au pouvoir Ok. et qui a aidé les forces armées de la République démocratique du Congo à nous défaire du M23. C'est la brigade internationale composée des troupes de South African Development Community. Ok. SADC. C'est des Congolais? Ce n'est pas des Congolais, monsieur. Des Tanzaniens sont morts au front. Des Sud-Africains sont morts au front. Des Malawites sont morts au front. Alors, il ne faut pas faire semblant que c'est la première fois que des troupes étrangères viennent ici. Un président a tout à fait le droit d'appeler une force étrangère à venir résoudre un problème qui nous est créé à partir de l'étranger. Mais le problème ici- Je n'ai pas encore fini. On continue. Le président Mobutu, Ok. lorsque Kolwezi est attaqué, à partir d'où? De l'étranger, de l'Angola. Le président Mobutu fait venir quoi? La légion étrangère française. Ce n'étaient pas des Congolais. Ils sont venus, ils ont sauté sur Kolwezi et ils ont chassé ces troupes
de Nathanaël Mbumba, qui venait de l'Angola. Et donc, il ne faut pas donner l'impression que c'est aujourd'hui seulement qu'on a des troupes de l'EAC. C'est la première fois qu'un président fait venir des troupes de l'extérieur, etc. Et remontons encore plus loin dans l'histoire. Ok. Lorsque Hitler attaque la France, la Belgique et toute l'Europe occidentale, qui est-ce qui sont venus libérer les Français et tout ça? Ce n'est pas les Américains? Ce n'est pas des étrangers? Pourquoi faire semblant qu'il y a une règle immuable, qu'un pays ne peut pas faire appel à des troupes étrangères pour créer une solution à un problème qui est créé, imposé, à une agression imposée à ce pays par l'étranger? Donc c'est tout à fait l'ABC de la direction des guerres, d'agression, dès lors qu'elles viennent de l'étranger. On ne peut pas faire grief à un président normalement constitué de chercher aussi des solutions là où les problèmes, là d'où les problèmes sont venus. Vous êtes un peu passéiste. Vous êtes un peu passéiste. Je vous ai donné des exemples oui. récents et passés. Ah oui. Alors ici, on reproche le président Tshisekedi d'avoir le pays membre de l'Ouest, donc les Nilotiques, qui n'ont rien à voir avec les histoires de la RDC. Ils peuvent se protéger entre eux. Quand vous prenez l'Ouganda, Kenya et les autres, ces gens-là, ils ne peuvent pas s'entretuer. Hein. Mon cher ami, vous croyez que nous ne sommes pas proches de l'Ouganda? Connaissez votre pays. Les populations qui sont au nord Kivu, Beni, Butembo, les populations les plus importantes démographiquement, ce sont les Nandés, non? Vous savez ça? Et en Ouganda, on les appelle les Bakonjo. Okay. C'est la même langue. Donnez-nous la photo Donc, de l'armée. Prétendre que les Ougandais, quand ils viennent ici, ils n'ont rien à voir ici chez nous, etc. Mais au nom de quel principe? Au nom de quel principe? Nous ne pouvons pas demander à l'East African Community de venir nous aider à résoudre un problème qui a été causé par une agression extérieure. Donc il y a des interconnexions à l'Est entre des populations du Nord Kivu, de l'Ituri, avec des populations du Sud-Soudan et de l'Ouganda, et du Rwanda, du Burundi, etc. Il y a des interconnexions entre des populations du sud-est de notre pays avec des populations tanzaniennes. Il y a des connexions entre des populations de l'ouest avec des populations angolaises. Il y a des connexions entre des populations de Kinshasa ou du Congo central avec des populations du Congo-Brazzaville. Mais tout cela, c'est un melting pot. Donc vous n'allez pas dire que ces gens-là n'ont rien à voir ici. Vous savez, il y a des gens qui ont même des cousins. Ok. Qui sont ici au Congo, et d'autres qui sont cousins et qui sont en Ouganda ou qui sont au Congo-Brazzaville, etc. Donc c'est une mauvaise réflexion. Alors, M. Lambert Mende, parce que nous chutons avec vous, on vous reproche une fois de plus, et j'ai reçu autant de questions, vous êtes député national au Parlement, vous ne travaillez pas pour l'intérêt de la nation, et moins encore de nos soldats, nos vaillants héros qui sont au front, vous vous contentez de vos 21 000 $. Qu'est-ce que vous, le Parlement congolais, vous avez à faire pour l'intérêt de ces soldats? Je crois que c'est un discours toujours excessif. Vous savez, ce qui est excessif devient dérisoire. Okay. 21 000 $, ça sort d'où ça? 21 000 $. C'est Sangala dit, honorable Kassé, quoi. Vos collègues, hein, ils l'ont confirmé. Personne n'a confirmé cela. Au contraire, lorsque nous leur avons demandé de prouver cela, ils ont commencé à crier comme des gens qu'on égorgeait, qu'on voulait les chasser du Parlement. Ils ont été incapables de prouver ce qu'ils disaient. Bon, bref, là n'est pas le problème. Mais porter le budget de l'armée de peut-être 300 millions, 400 millions de dollars à près de 2 milliards de dollars, ce n'est pas faire quelque chose pour l'armée? Et l'autorité budgétaire, ce n'est pas le Parlement? Alors quoi? De quoi est-ce qu'on parle finalement? On avait un budget de l'armée qui était dans ce pays entre 300 à 400, jamais plus d'1 demi-milliard de dollars. Maintenant, il est de près de 2 milliards de dollars. On dit c'est du cosmétique. Et c'est décidé. C'est du cosmétique. C'est décidé ça où? Ne se sent pas. Non, non, c'est décidé où? C'est au Parlement, monsieur. Oui. C'est au Parlement que ça se décide. Alors il faut arrêter de dire n'importe quoi.
Ça ne se sent pas. Mais comment? C'est du cosmétique, Qu'est-ce que selon c'est, ça ne se sent l'opposition. pas? Qu'est-ce que vous voulez dire, ça ne se sent pas? Et ces budgets-là, est-ce Ces que garçons ne sont pas en train de se battre? Ils ne sont pas en train de se battre? Les Sukhoi ne sont pas en train de bombarder ces assaillants? on détourne l'air hélicoptères solde, ne sont on pas- détourne l'air Ah, mais solde, ça- vous êtes là. mais ça, c'est une question- Vous interpellez mais c'est personne. une question de Le ministre contrôle. de Défense, il est en train de... C'est une question de contrôle. Et les mêmes Ok. qui font ce reproche-là, lorsque l'inspecteur général des finances interpelle quelqu'un et nous donne l'occasion d'interpeller ou donne l'occasion à la Cour des comptes ou au tribunal d'interpeller ces gens-là, c'est les mêmes qui crient à la répression politique. Oh, c'est parce qu'ils sont dans l'opposition. Oh, c'est parce qu'ils se sont rapprochés de tel ou de tel. Non, c'est de bêtises, de billevesées. Donc, vous faites bien votre travail, vous les députés. En tout cas, nous avons fait ce qui était possible de faire, de porter le budget de l'armée à ce niveau. Et nous allons encore faire mieux à cette session qui vient, au mois de mars, pour essayer de faire plus. Parce que l'armée en a bien besoin. Parce que même ce que je dis là, l'amélioration telle qu'elle a été faite, n'est pas suffisante. Alors, il faut améliorer. Il faut améliorer parce que nous chitons avec vous. Monsieur Filémon, donnez-moi la vidéo ou la photo de l'UGF, Inspection Générale des Finances. Monsieur Lambert Mende, cette question, si je ne vous la pose pas, on va me suicider à la maison. Vous étiez avec Kabila, vous avez traversé des gouvernements, vous étiez porte-parole de l'ancien gouvernement, ministre de la communication, vous êtes la personne attitrée. L'UGF fait des révélations terribles pour dire que les contrats chinois, la RDC n'a pas bénéficié. Vous avez également suivi. Exact. Est-ce que vous connaissez quelque chose? Qu'est-ce que la République peut retenir de ces contrats? Aidez-nous un peu. Je suis d'accord avec l'inspecteur général des finances lorsqu'il regrette que la République démocratique du Congo n'ait pu bénéficier que de moins d'1 milliard sur une production de 10 milliards. Cela s'appelle une mise en œuvre tout à fait léonine d'un contrat que l'on voulait au départ gagnant-gagnant. Donc, 10 milliards, et il y a une partie qui reçoit moins d'1 milliard, la République démocratique du Congo, et l'autre partie qui reçoit plus de 9 milliards. Ça, c'est un déséquilibre totalement inacceptable. Okay. Et donc, l'inspecteur général des finances a interpellé notre partenaire chinois pour lui demander de revenir pour justifier cela, ou tout au moins de rétablir un certain équilibre entre les deux partenaires. C'est une bonne chose, c'est de bonne politique. Et donc nous n'avons pas à prendre la mouche pour cela, pour défendre la Chine ou ceci, cela. C'est aux Chinois à venir se défendre. Il ne faut pas que des Congolais puissent se sentir vexés parce que l'inspecteur général des finances, au nom du gouvernement, au nom de l'autorité en place en République démocratique du Congo, constate un tel déséquilibre. C'est son travail. Est-ce l'inspection générale des finances a cette compétence? On dit Mais bien que sûr. l'inspection ne peut pas aller Mais jusque-là. c'est son travail. Il ne peut pas aller jusque-là. Vous l'appelez que c'est le Premier ministre. Plutôt, Mais c'est vous le rappelez, gouvernement. vous l'avez appelé inspection générale des finances, Ok. monsieur. C'est le gendarme financier de la République. C'est lui qui constate que la Chine s'en est mis plus que la République démocratique du Congo. Nous attendons que la Chine puisse se défendre Ok. et dire non, c'est faux, moi j'ai donné plus à la RDC que je n'ai gagné. Jusque-là, c'est le silence. Vous avez suivi quand même M. Moïse Kanga, il a parlé. Êtes-vous convaincu de ce qu'il a dit? Je ne sais pas pourquoi notre compatriote Moïse a réagi. Puisque, Le sénateur Kanga. oui, je ne sais pas pourquoi il a réagi. Puisque la critique s'adressait à la Chine. Ce n'est pas lui qui a conclu un contrat avec la République démocratique du Congo. C'est la Chine qui a conclu un contrat avec nous. On dit que C'est la Chine qu'on accuse, excusez-moi, Continuez. c'est la Chine qu'on accuse d'avoir pris une part excessive du produit de ce contrat. C'est à la Chine qu'on demande une sorte de renégociation de cet accord. Mais les Congolais n'ont pas à venir pour jouer à l'avocat des Chinois ou quoi. Non, je ne pense pas que... On dit que l'IGF, que c'est bien. un chien de garde de la présidence. C'est un rapport politique boutiqué pour mettre à mal les opposants, surtout l'ancien régime. S'il est un chien de garde,
c'est un chien de garde de la République. Il faut arrêter cette histoire de patrimonialiser les institutions. Ok. Le Congo, c'est un pays. Le budget du Congo, les 10 milliards là, ce n'est pas l'argent de Tshisekedi, Félix. C'est l'argent du Congo. Et Jules Alinguet, Il est là. inspecteur général des finances, est inspecteur général des finances de la République démocratique du Congo. Alors il ne faut pas que lorsqu'il fait son travail pour le Congo, on dit qu'il fait le travail pour déplaire. Tshisekedi, Non, ça n'a rien à voir. Les rapports Vous croyez que cet de argent, ces contrats chinois. vous croyez que cet pourquoi argent, attendre 4 ans pour... vous croyez que cet argent, c'était pour M. Tshisekedi? Cet argent, c'était pour le trésor public congolais. Même quand M. Kabila négociait, c'était pour le trésor public congolais. Pourquoi voulez-vous que ces gens se sentent vexés maintenant? On demande simplement à la Chine d'exécuter ce qui a été convenu. C'est tout. Où est le problème? Merci, M. Lambert Mende. 1 minute ou 2 minutes, on termine l'émission. Donnez-moi la photo du chef de l'État. S'il vous plaît, la photo du chef de l'État ici. M. Lambert Mende, je termine avec vous, avec cette question. Regardez. L'homme que vous voyez ici, président de la République, on dit il a échoué lamentablement. Côté social. Vous êtes député national, vous représentez le peuple au Parlement. Quelle est votre lecture du social congolais? Le social congolais, aujourd'hui, nous pose problème en quoi? En ce que les moyens que l'État peut mettre à disposition pour résoudre les problèmes essentiels ne sont pas suffisants. Nous ne produisons pas assez. Okay. Et ce n'est pas un homme qui va produire pour le pays. Ce qu'on demande à un gouvernement, ce qu'on demande à un président de la République, ce qu'on demande à des institutions en général, c'est de fonctionner, de créer les conditions pour permettre à un État, à une population, de travailler dans des conditions de sérénité telles qu'il puisse dégager lui-même des moyens qui puissent servir à sa vie ou sa survie. Mais lorsque vous comparez ce que l'État congolais tire comme ressources de ce qui existe au Congo, des richesses du Congo, commençons par les richesses minières, qui sont les plus importantes, les dividendes des ressources minières. C'est le débat qu'on a eu maintenant avec le problème de l'inspection générale des finances. Sur 10 milliards, le pays tire 822 millions. Mais qui peut être content de cela? Pourquoi lui fait-on le reproche de soutenir un inspecteur général des finances qui met le pied dans les plats? Et on dit que le pays est pauvre. Vous comprenez? Je crois qu'il a commencé à faire les choses correctement. En donnant les moyens à l'État de pouvoir récupérer dans le produit intérieur brut ce qu'il faut pour alimenter le trésor public, d'où on tirera les moyens pour faire fonctionner l'État. Mais le président Félix Tshisekedi n'a pas attendu cela. Il a fait preuve de beaucoup de volontarisme. Par exemple? Par exemple, dans le domaine de l'éducation. Okay. L'avenir de notre pays dépend de nos enfants. Nous avions voté, pendant que nous étions sous le régime de son prédécesseur, le principe de la gratuité de l'enseignement de base, sans le mettre en pratique. Et il est venu, il a dit, on va mettre ça en pratique, quel que soit le niveau du sacrifice qu'on devra imposer au trésor public. Il l'a fait, et aujourd'hui, le nombre de nos enfants qui fréquentent l'école fondamentale a bondi de peut-être 1 500 000 à 2 millions à 5 millions.
c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui est plus important que la préparation des générations futures? Le Congo sera demain ce que nous ferons aujourd'hui de ces enfants-là. C'est la première victoire sociale du président Tshisekedi. Ce n'est pas rien. Deuxièmement, le programme de développement des 145 territoires qui vient d'être développé parce que auparavant c'était tout concentré à Kinshasa, tout concentré à Lubumbashi, qui étaient des îlots de développement dans un océan de misère qu'était la République démocratique du Congo. Il a compris qu'il fallait faire ruisseler le peu que le trésor public tire du PIB vers l'ensemble du territoire national. Et l'ensemble du territoire national, c'est les 145 territoires. C'est quelque chose d'important. C'est la première fois que nous avons entendu ce programme, et ce programme qui se met en marche, puisque ce n'est pas en 5 ans que miraculeusement, vous allez résoudre ce problème-là, mais ce programme, il est lancé, il a l'avantage d'être lancé maintenant. Je vous cite ces 2 exemples, et il y en a beaucoup d'autres. Merci, honorable Lambert Mende. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, que vous n'avez pas dit? Regardez la caméra, 30 secondes, on termine avec vous. Ce que je voudrais dire, c'est que dans un pays, il n'y a pas que le pouvoir politique. Dans un pays, il y a des intérêts, ce que nous appelons les intérêts nationaux, qui sont plus importants que les colifichets du pouvoir. Hein, des gens qui sont contents parce qu'après une élection, ils l'ont gagné. Après une élection, ils peuvent imposer le programme qui est le leur. Mais le jour où les Congolais comprendront qu'il y a quelque chose de plus important que cette fierté de pouvoir gagner sur l'autre la confiance de ses compatriotes pour diriger un gouvernement, diriger un État, diriger une majorité à l'Assemblée nationale, c'est l'intérêt supérieur de la nation devant laquelle on peut s'effacer. Et c'est à ça que certains analystes en sciences politiques font la différence entre les leaders totémiques, c'est-à-dire les gens qui ne voient que leurs petits intérêts à eux, et les leaders mosaïques, ceux qui sont prêts à s'effacer, prêts à se mettre en danger pour l'intérêt de l'ensemble de la population. Et c'est ça que j'ai vu en quelqu'un comme le président Tshisekedi. C'est ça que j'ai vu en quelqu'un comme Lumumba, lorsque je lis l'histoire de notre pays et qui a fait de moi un lumumbiste. Merci. C'est pourquoi je me suis rapproché de lui. Merci. Donc Tshisekedi sera votre candidat président de la République. Évidemment. Merci. Honorable Lambert Mende, député national, ancien ministre, PCA d'une entreprise publique, président d'un parti politique DCI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. C'était votre émission Rendez-vous du soir avec la tête bien faite de la République, comme vous l'avez surnommé, M. Lambert Mende, ici sur la chaîne de la Mama Nationale. Suivez la rediffusion à minuit. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.